C'est donc le 7e cours sur la gestion des ressources naturelles. Et le séminaire sera donné, nous espérons, c'est juste question de petits problèmes techniques entre le Mac et les autres ordinateurs, par François Salagny sur la gestion des eaux et l'irrigation. J'ai parlé déjà une fois sur la gestion des ressources naturelles et j'ai parlé de la gestion prenant en compte le passage du temps, la gestion des ressources minières, par exemple des mines ou du pétrole. J'ai aussi parlé de la pêche. Et le séminaire, l'autre fois, c'était sur les écosystèmes. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des aspects plutôt spatiaux et des droits de propriété, un peu sur l'érosion des sols et beaucoup sur Ostrom et l'aménagement des biens en commun. Il y a plein de nouveaux vocabulaires pour moi, donc vous m'aidez si je me perds avec les sols et les choses comme ça. Et donc, l'aménagement des ressources, c'est question de ces trois aspects, l'aspect de temps, l'aspect d'espace et les complexités écologiques. On a déjà parlé du principe de retailing. En fait, le prix, on le voit mal, hein, mais c'est peut-être symbolique parce que, en fait, souvent, pour les ressources naturelles, il n'y a pas de prix. Mais il devait y avoir un prix. S'il y a un prix qui monte plus ou moins exponentiellement, ça permet un aménagement. Si chaque année, le ressource est plus cher, on utilise de moins en moins, et les mêmes ressources, même si ce sont des ressources limitées, peuvent être utilisées pendant très longtemps. Je vais parler un petit peu des aspects spatiaux et un modèle. En fait, un très vieux modèle, il y avait un géographe qui s'appelle von Thünen qui a parlé de cela dans déjà 1826, il a publié des travaux. Il s'imaginait un petit village qui était entouré par du forêt. On peut s'imaginer un groupe de personnes qui vient et d'abord il n'y a que le forêt vierge. Ils commencent à construire et à faire de l'agriculture. Et donc c'est... En fait, évidemment, l'espace, ça a au moins 2 dimensions, mais on le représente comme une dimension et que, en fait, que le centre du village est donc ici. Et à une distance, comme vous voyez ici, le plus qu'on s'éloigne du village, le plus augmente, par exemple, les coûts de transport. Donc, un produit qui est produit à une certaine distance. Ici, il vaut moins. Il y a aussi le coût de protection des droits à la propriété. Ici, si on plante quelque chose pour la récolte, il faut le protéger, les droits de la propriété. Ça devient de plus en plus difficile, plus éloigné qu'on est de sa domicile, du centre du village. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a des valeurs du forêt
qui au départ sont petites, parce qu'il y a du forêt partout, c'est plutôt un encombrement pour l'agriculture. On essaie de déboiser, on quitte les arbres et on plante des plantes utiles. Et il y a ici la valeur de l'agriculture. C'est un modèle assez compliqué. Je ne vais pas pouvoir en fait tout s'expliquer ici parce que il y a beaucoup de différents aspects, de différentes périodes. Au départ, il y a, comme je disais, le forêt, les arbres n'ont pas beaucoup de valeur. On les brûle, on les quitte. Le déboisement dans cette période, il est dû à la nécessité d'avoir de terres agricoles. Et c'est un peu le but de comprendre de ce modèle, c'est comprendre les différents facteurs, parce que nous sommes parfois dans les agences de l'ONU ou de l'assistance, on se préoccupe pour le déboisement dans les tropiques. Mais sans toujours comprendre que dans chaque endroit spécifique, il peut y avoir des différentes causes de déboisement. Et ici, le déboisement, c'est dû à la nécessité de terres agricoles. Donc, ce sont les prix agricoles, les technologies agricoles, les coûts de production agricole, et peut-être les facteurs comme la qualité des chemins pour aller à distance au marché. Ce sont ces facteurs-là qui sont les plus importants pour déterminer le déboisement. Ça n'aide pas beaucoup, si on veut arrêter le déboisement, de donner les petites plantes, qu'est-ce qu'on les appelle, les seedlings en anglais, de les donner les semences. Par exemple, ça n'aide pas du tout. Ça n'a aucun sens dans ce contexte-là parce que les gens ne veulent plus d'arbres. Donc, ça n'a aucun sens. Il y a d'autres périodes, peut-être quand le village est devenu plus établi, et la valeur du forêt, ça augmente avec le temps, avec la qualité des moyens de transport, par exemple pour le bois, avec plein d'autres facteurs. On peut s'imaginer, comme en Suède maintenant, en fait, et aux États-Unis aussi, qu'il y a beaucoup d'endroits où l'agriculture n'est pas très rentable, et on est plutôt dans cette situation ici, que le forêt, parfois, est plus avantageux que l'agriculture, que les fermes cessent de planter les produits agricoles et laissent pousser des arbres. Donc, il y a une autre situation où le caractère de déboisement, ou en fait le contraire, la reforestation, ça dépend d'autres facteurs. Ça peut dépendre de l'accès aux bons semences, ça peut dépendre des facteurs, l'accès à des industries qui font du papier ou du timber. C'est quoi ça? Bon, du bois. Donc, c'est juste pour dire que ces facteurs sont compliqués dans l'espace. Et en effet, cela, même si c'est plus compliqué que beaucoup de modèles en économie n'ont pas du facteur d'espace du tout. On l'oublie souvent. Mais si on parle des vrais écosystèmes, il y a des facteurs beaucoup plus compliqués. Il y a des espèces, par exemple, si on s'intéresse à la survie de certaines espèces, ils ont besoin d'un certain domaine, de certaine taille, et on a besoin de la connectivité, c'est-à-dire que les animaux doivent pouvoir passer d'un endroit à l'autre
parce qu'ils ont des différents besoins d'eau, de protection, de chasser, etc. Donc, pour protéger, pour l'aménagement des écosystèmes, pour la protection de fauna, pour la protection des espèces en danger d'extinction, et il y a on a besoin de modèles beaucoup plus compliqués de l'espace. Et c'est par exemple, j'ai des collègues qui font des modèles pour essayer de comprendre comment doit-on protéger les forêts. En Afrique, c'est un sujet très important. Et c'est difficile. C'est difficile parce que dans l'histoire, on a protégé les animaux sauvages en expulsant les populations humaines. Cela, ce n'est pas très éthique, ce n'est pas acceptable aujourd'hui, ce n'est pas faisable, ce n'est pas désirable. Mais si les gens sont là, ils ont besoin, ils commencent à faire du charbon, par exemple, et couper des arbres pour faire du charbon. Et il y a des autres qui utilisent les forêts pour aller chercher du bois pour le ménage ou des produits. Comment doit-on donc protéger, si on a besoin, on veut protéger les forêts, ou on veut protéger les espaces. On a peut-être des forêts qui sont plus ou moins intouchées et où il y avait beaucoup de biodiversité. Il y a des autres, il y a un espace beaucoup plus riche et compliqué. Il y a des villages, il y a des forêts qui sont déjà beaucoup utilisées et dégradées et où il y a donc, souvent, il y a des zones de protection. Quand même, on exclut les gens des villages de ces zones. Ça crée beaucoup de conflits. Comment est-ce qu'on doit le faire? Là, il faut comprendre bien les besoins locaux. Les gens ont peut-être besoin du bois pour la construction des maisons. Eh bien, parfois, on résout cela en créant des plantations de bois qui poussent vite, et par exemple du eucalyptus, qui n'a pas de grande valeur du point de vue écologique, mais qui peut-être sert juste le besoin de production de bois pour les villages. Donc, ils vont plutôt là pour chercher du bois. Et ça les empêche un peu d'aller dans la zone qu'on veut protéger. On a souvent les zones qu'on appelle de forte protection et des zones buffer zones autour où certains usages est permis. Alors, des modèles qui sont à la fois temporels, parce que ça prend du temps. Si une forêt est dégradée, ça prend du temps que ça repousse. Et à la même fois, un modèle qui est spatial, parce qu'il faut prendre en compte la distance, le temps de collection d'eau, de bois. Ce sont des facteurs très importants pour les gens des villages. On pourrait penser que ce sont des petits problèmes ou des petits ennuis, mais ce ne l'est pas du tout. Je sais que les agences comme la Banque mondiale, les agences d'aide françaises, suédoises, ils ont dépensé des milliards en plantant, par exemple, des bois. Et j'ai eu des thésards qui ont évalué à quoi ça sert. On plante beaucoup d'arbres et on écrit après dans les rapports du Banque mondiale, on a planté 1 million d'arbres ou 1 million d'hectares d'arbres.
oui, mais est-ce que les arbres ont survécu ou non? À quoi est-ce qu'ils ont servi? Est-ce qu'en effet, les gens du village sont allés là pour chercher du bois? En Inde, on a trouvé que des gens pauvres, ils vont, ils prennent les feuilles, ils utilisent ça comme du combustible. Ils apprécient le fait que ça épargne du temps. Ça prend moins de temps d'aller là que d'aller peut-être dans la forêt. Le temps, c'est très important pour les pauvres, évidemment. Bon. Je vais passer à un autre petit sujet. Là, c'est les sols. C'est bien soil, François, sol, oui. C'est bon. Donc, c'est un article que j'ai écrit avec quelques autres auteurs là. L'agriculture, ça impose beaucoup de coûts pour l'érosion des sols. Ça cause, par exemple, la sédimentation des fleuves. Et ça implique que l'eau n'est pas très bonne pour boire. Ça cause souvent les problèmes pour les unités de production hydroélectrique parce qu'il y a tellement de sol dans l'eau qu'il y a une détérioration de l'équipement. Et ça cause beaucoup d'autres effets qui sont nocifs. Par exemple, ça cause des problèmes pour les récifs coralliens. Et les récifs coralliens sont très importants pour la pêche, très importants pour le tourisme, très importants en soi, parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils sont aussi une forte protection pour la côte, contre les tempêtes, par exemple. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on veut protéger les récifs coralliens. Et les fleuves qui ont beaucoup d'érosion de sol, ils détruisent, parce que les récifs coralliens sont très, très sensibles à n'importe quelle pollution, en fait. Ils ont besoin d'une eau très claire et très pure. Donc, nous voyons le sol, en fait, c'est un capital. On peut soit l'accroître ou on peut le réduire. Et on aurait peut-être pensé que les agriculteurs, ils ont un intérêt à eux-mêmes de protéger les sols. Parce que c'est grâce au sol qui produisent quelque chose. La production agricole, ça dépend de la qualité des sols, le travail qu'ils mettent et peut-être les fertilisants, par exemple. C'est quelque chose de très simple. Et la quantité de sol qu'ils ont, ça dépend de combien ils font de production agricole et aussi combien ils font de travail de conservation des sols. C'est un travail très lourd. Il faut faire bon, je crois que j'ai quelques images là. Des terrasses, oui, c'est ça, merci. Et après, il y a l'érosion naturelle du sol. Il y a aussi le contraire, il y a des nouveaux sols qui se forment à travers des processus écosystémiques. J'ai eu un thésard qui a travaillé dans une région au Kenya où en fait les sols sont magnifiques. Il y a 5 mètres de sol, très productif. Donc ici on voit un petit peu, c'est un sol très rouge, mais très fertile. Et ils ont, ces gens, ils n'ont pas beaucoup en fait. Vous voyez ici l'état du capital avec lequel ils travaillent, ce n'est pas des tracteurs. Et leurs maisons n'ont pas de plafond, ce sont des maisons très simples, des outils très simples. Le seul qu'ils ont, c'est en fait, ils ont beaucoup de sol. C'est-à-dire que pas forcément beaucoup d'hectares, en moyen quelques hectares,
mais il y a des mètres et mètres de sol. Donc, s'ils perdent quelques millimètres par an, en fait, ce n'est pas une grande préoccupation. C'est vrai, ils perdent du capital, mais ils en ont 5 mètres. Et ils n'ont pas beaucoup d'autres choses, ils ont beaucoup d'autres problèmes pour gérer. Donc, en fait, éviter l'érosion du sol, ce n'est pas une préoccupation importante pour l'agriculteur. Même si on pense souvent que ça devrait l'être, mais non, voyons, ces gens, ils ont beaucoup d'autres problèmes. Et parfois, si les terres sont tellement profondes qu'il se forment souvent les ruisseaux, et donc ça peut créer des barrières. Ça peut, les avalanches de terre, ça peut être un problème. Mais s'ils perdent quelques millimètres par an, ce n'est pas un grand problème. Mais c'est l'est pour les récifs coralliens. C'est l'est pour toutes les communautés qui sont en aval. Donc, nous avons une situation où la fonction d'utilité de la société est différente que la fonction qui optimise l'agriculteur. L'agriculteur, il veut juste sa production agricole, avec le moins de travail possible. Mais on les oblige souvent de faire des terrasses, de faire beaucoup de travaux de conservation. Et souvent, il faut les payer pour cela, parce qu'ils ne sont pas tellement intéressés. Et c'est juste dû au fait que le sol, c'est le seul capital dont ils ont beaucoup. Et nous, on se préoccupe pour les externalités aval. Et ils sont dus à l'érosion du sol et aux fertilisantes ou des autres substances chimiques qui sont utilisées. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les maths, mais juste pour dire que la méthode que nous utilisons, c'est donc de comparer la solution d'optimisation que serait optimale pour la société avec ce qui est optimal pour l'agriculteur, et de noter qu'il y a des différences, et des différences, en fait, qui sont dues à ces coûts aval des fertilisants et de l'érosion du sol. Et ce qu'il faut faire, c'est en fait de taxer la pollution, ou si ce n'est pas possible de taxer la pollution, on peut trouver des autres instruments comme de subventionner le travail d'aménagement, de faire des terrasses, par exemple, subventionner les salaires pour la construction des terrasses. C'est un instrument qui est souvent utilisé. Et il y a aussi des autres incitations qu'on peut faire. Ça peut être très intéressant de minimiser les risques pour les agriculteurs en les donnant des assurances agricoles ou de augmenter la valeur des produits en réduisant les coûts de transport au marché, par exemple. Mais on peut à la fois aussi taxer, par exemple, les fertilisantes ou les pesticides. C'est donc un exemple, c'est l'aménagement des sols. Il y a dans la discipline d'économie des ressources naturelles, il y a plein de ces... commençons par l'aménagement des ressources comme le pétrole ou des métaux. Après, il y a la pêche dont je parlais l'autre fois. Il y a l'aménagement des forêts.
Et là, il y a eu un exemple donc des sols. François parlera après de l'irrigation. Maintenant, je vais parler un peu aussi des droits à la propriété et surtout de l'aménagement ou des propriétés en commun comme sont les biens communs. Mais en effet, il y a beaucoup de différents instruments qui sont utilisés pour aménager les ressources. Par exemple, le zonage ou inciter la participation publique ou les systèmes de labels qui montrent qu'un café, par exemple, a été produit avec des bonnes méthodes. Et ça appelle donc aux consommateurs de payer un peu plus pour les produits dont on sait qu'ils ont été produits correctement. Mais maintenant, je parlais un petit peu de la relation entre les droits de la propriété et surtout les Common Property Resource Management. C'est qu'il y a dans beaucoup d'endroits, il y a des terres un peu marginaux, comme ici, c'est en Afrique, en fait, il y a les terrains qui ont une productivité assez basse et qui ne supportent donc pas des grands troupeaux d'animaux. Mais ce ne sont pas des terres privées. C'est des terres qui soit n'appartiennent à personne, soit sont communaux. Et dans beaucoup d'endroits, on a observé qu'il y a beaucoup trop d'animaux. Et on fait des interviews avec les agriculteurs, on les explique que s'il y a 100 chèvres ou 100 vaches ici par hectare, donc ils vont trop manger et il n'y aura pas d'eau et de nourriture pour les animaux, ils vont tous mourir. Il serait beaucoup mieux si vous aviez 50 au lieu de 100 par hectare. Mais qu'est-ce que disent les agriculteurs? On les appelle éleveurs, c'est ça? Oui, les éleveurs. Ils disent au contraire, non, la dernière fois qu'il y a eu une sécheresse, la moitié de mon troupeau et la moitié de mes bêtes sont morts. J'ai besoin de 50 pour ma famille. Donc, j'ai 100. Parce que peut-être la moitié vont mourir. Et on les explique, oui, mais s'il y a trop, ils vont tout... ça augmente. Et ils disent, oui, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Si vous savez que peut-être la moitié vont mourir, et si on se met à leur place, en fait, c'est une stratégie individuelle qui est tout à fait rationnelle. S'il y a un risque de sécheresse et que beaucoup de bêtes vont mourir, c'est quand même une bonne stratégie d'avoir beaucoup d'animaux au départ. Le problème, c'est un problème d'action collective. Parce que si tout le monde fait le même, ça crée juste la situation qu'on veut éviter. Et donc, il y a le très fameux article de Garrett Hardin, qu'il a publié en 1968, je crois, en Science, qui parlait de cela et qu'il appelait The Tragedy of the Commons. Et cet article a eu tellement de succès que tout le monde s'appelle de ce titre, ces mots. On parle souvent de la tragédie des communs. Mais selon, là, je voulais la montrer là, Elinor Ostrom,
qui a eu le prix Nobel, un des prix Nobel très inusuel parce que c'est un prix Nobel en économie. C'est pas très commun qu'il y ait une femme qui l'a reçu, en fait. Encore moins commun, elle n'est pas économiste. Elle est en effet, elle est politologue, Sciences Po. Mais elle a reçu le prix Nobel en économie. Et elle a dédié sa vie professionnelle juste à dire qu'il ne faut pas parler de tragédie des communs. Elle dit que ce que c'est, en effet, c'est une tragédie d'accès libre. S'il n'y a pas de propriétaire du tout, s'il y a un accès complètement libre, c'est donc juste ce dont parle Hardin. Que chacun maximise son propre gain, sans qu'il y a... C'est donc une espèce de... Si on regarde cela, ça paraît comme le marché, l'économie de marché. Chacun cherche à maximiser son gain. Mais une différence avec le marché, c'est que normalement, nous pensons que le mécanisme du marché, c'est quelque chose qui marche bien. Ça marche quand il y a les droits de propriété qui sont complets. C'est-à-dire que toutes les ressources ont un propriétaire. Dans ces cas-là, dont nous parlons, les droits, les ressources plus importantes n'ont pas un propriétaire. Et donc, ça fait une tragédie. Mais les conclusions de Hardin, c'était qu'il fallait réduire la population et des choses comme ça. Et ce n'est pas, en fait, les conclusions de Elinor Ostrom. Les conclusions d'Elinor Ostrom, c'est plutôt que on peut avoir des biens qui sont aménagés communalement, des propriétés communes. En effet, l'histoire humaine, on est plein. Tous les terres, les villages qu'on trouve, qui ont existé des centaines ou milliers d'années, ils ont résolu de quelque manière ce problème de coordination collective. Ils ont trouvé des différents moyens, parfois les règles culturelles ou quelconques, qui ont fait pour aménager leur territoire. Et ce qu'elle a fait, c'est essayer de découvrir et étudier les conditions dans lesquelles l'aménagement et la propriété communale des biens communs, quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça ne marche pas. En fait. On peut se demander, en fait, qu'est-ce qui venait d'abord, si c'est les lois ou la propriété. Et là, je dois avouer, c'est un sujet dont je ne suis pas expert, mais nous savons tous qu'un des commandements, un des 10 commandements, c'est qu'il ne faut pas voler. Et ça m'a toujours fasciné parce que les commandements, ils sont vieux. C'est des milliers d'années. Il n'y avait pas beaucoup de droits à la propriété à ce temps-là. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas voler, en fait? Parce qu'il n'y avait pas les droits à la propriété. Bon, évidemment, il y avait des vêtements et des outils, peut-être, qui étaient privés, mais il n'y avait pas de propriété, par exemple, à la terre, normalement. Mais j'ai lu, en fait, qu'il y a des discussions talmudiques et des analyses qui disent qu'en fait, dans le texte original, on parlait de voler des personnes. C'était en fait une interdiction à l'esclavage, selon certains. Je ne veux pas trop rentrer, mais c'est évident que les droits à la propriété et les lois
pour l'aménagement, c'est une question de développement de très long terme. Les droits à la propriété, ce sont des droits assez compliqués. On a le droit d'usage, parfois d'héritage, d'exclusion des autres. On n'a pas toujours les mêmes droits. Donc, les droits de propriété sont des choses assez compliquées. Il semble qu'en Europe, ça s'est développé dans l'époque féodale. J'en ai lu, par exemple, en Angleterre, avec l'invasion normande. Il y a eu un développement où les rois avaient besoin des soldats. Ils ont demandé au village des produits et du travail. Et comme contrepartie, les gens des villages ont demandé des droits de propriété sur les terres qu'ils travaillaient et qu'ils voulaient passer à leurs enfants. Et c'est comme ça, dans les siècles, qu'il y a eu une espèce de négociation qui s'est évoluée, les droits de propriété. Aujourd'hui, nous avons, dans la plupart des pays, par exemple en Europe, nous avons des droits de propriété assez compliqués et très détaillés. Il y a le moindre petit hectare, chaque point est avec une position GPS d'un mètre. On peut décider exactement chaque arbre si ça appartient à moi ou à mon voisin. Et nous pensons peut-être comme Européens que c'est comme ça partout, mais ce ne l'est pas. Ce n'est pas comme ça en Éthiopie, par exemple. Il y a des droits complètement différents. Il y a plutôt en Éthiopie, il y a le terre appartient au village, historiquement. Et tous les 20 ans, on a une assemblée du village et on voit, bon, ma famille a peu d'enfants, famille de François, il y a une vingtaine d'enfants, donc on prend quelques terrains de moi et on les donne à lui parce qu'il a besoin de plus. Donc on a les droits individuels sont tout à fait provisoires. Le droit général et profond, ça appartient au village et on fait des répartitions. Cela, ça peut paraître étrange pour nous, mais ça a marché des milliers d'années. Ce n'est pas bien pour, en fait, dans une époque que nous vivons maintenant, où nous voulons de la productivité, nous avons des changements plus rapides, écologiques, nous voulons aménager les terres, on veut construire par exemple, qu'est-ce que tu disais là pour protection du sol, des terrasses ou des systèmes d'irrigation, des investissements lourds qui sont très, très utiles pour augmenter la productivité. Si on veut cela, ce n'est pas bien d'avoir un système où peut-être on va perdre son terrain dans 20 ans. Donc il y a une contradiction un peu entre la nouvelle ère avec des inversions technologiques, tout ça, et ce système de changement de propriété communale qui est plutôt changeable. Mais même parmi les pays développés comme les États-Unis et l'Europe, qu'on pense qu'ils sont peut-être similaires, ils ne sont pas tellement similaires. Il y a beaucoup de différences. On voit, par exemple, le droit aux minéraux qui sont sous la terre. Ça appartient aux États-Unis, aux propriétaires de la terre. Dans beaucoup de pays européens, ça appartient plutôt à l'État. Cela a de grande importance pour, par exemple, le développement du gaz de schiste. C'est un sujet tout à fait intéressant. Il y a beaucoup d'avantages et aussi énormément de désavantages avec le gaz de schiste. Mais une chose, c'est certain que dans un pays où ça vous rend de l'argent aux propriétaires,
c'est plus intéressant que dans un pays où c'est l'État qui s'occupe de la rente. C'est évident que ça donne une dynamique tout à fait différente. Et aux États-Unis, il y a des lieux où il y a des agriculteurs en fait, qui ont du mal à être rentables, et maintenant ils vendent du gaz au lieu des produits agricoles. Et donc ça explique un peu la popularité de ça. Aux États-Unis, on n'a pas le droit de marcher sur le terrain des autres, mais dans mon pays, en Suède, on a plein de droits. On a le droit d'aller dans les forêts ou qui sont propriété privée de quelqu'un d'autre. On a le droit même de faire du camping ou de cueillir des myrtilles ou des champignons, plein de choses. Donc les droits de propriété sont très différents d'un pays à l'autre, juste pour les terres. Pour les minéraux, pour l'eau, pour les droits écosystémiques, c'est encore plus compliqué. Pour l'eau, par exemple, il y a plein de différents systèmes juridiques. Parfois, c'est le propriétaire du terrain qui est à côté, qui a les droits à l'eau. Parfois, ce sont les droits historiques qu'on a toujours utilisés à une certaine quantité d'un fleuve. Cela, c'est très commun en Californie, par exemple. Donc, il y a des grandes villes maintenant, comme San Francisco. Ils sont obligés à acheter l'eau à des héritiers, des gens qui étaient des mineurs et qui ont des droits historiques à l'eau. Il y a beaucoup d'autres doctrines. Un des principes étranges, en fait, mais on pourrait dire, mais soit on a un droit grâce à un titre, on a acheté un terrain, on a le droit, on a hérité. Et parfois, on a aussi un droit juste parce qu'on travaille. Il y a des propriétaires des forêts au Brésil ou au Costa Rica. J'ai parlé en fait avec des propriétaires comme ça, qui disent que j'aime mon forêt, je l'aime pour sa beauté, pour ses fonctions écologiques, tout ça, mais je vais tout couper, je vais tout le déboiser. Et c'est dommage. Mais je le fais parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne aura, à travers ça, les droits. Parce que si on améliore la terre, c'est-à-dire quitter tous les forêts, et on met des clôtures et quelques vaches et tout ça, c'est un signe d'activité qui est souvent remercié avec les droits de propriété. Et c'est en fait, au Brésil, dans l'Amazonie, ça a été un des facteurs, il y a un auteur, Binswanger, qui a écrit sur ce sujet, qui a démontré que, en fait, c'est une des causes principales de la déforestation dans l'Amazonie. C'est drôle que même les maisons, parfois, les gens, des squatters, ils acquièrent les droits de propriété. Ici, c'est une propriété, en plus à Hampstead Heath, c'est dans le centre de Londres, avec une valeur de plusieurs millions d'euros. Et c'est un squatter qui a occupé un terrain là pendant presque 20 ans. Finalement, il a gagné dans les cours le droit de propriété. C'est étrange. Il y a même, si vous cherchez sur l'Internet, il y a des handbooks pour les squatters en Angleterre. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'entrer dans une maison, l'occuper. Mais si on le trouve ouverte, si on a le droit. Donc, dans le handbook, ça dit qu'il faut passer un jour et rompre les vitres. Le lendemain, on passe et on trouve, c'est ouvert et on peut rentrer et l'occuper.
Et donc, il y a des ressources communes. En latin, c'était res communes, qui sont, par exemple, l'eau, l'air, des choses comme ça, et dont les droits de propriété ne sont pas très clairs. En fait, l'histoire en Angleterre, c'est peut-être le même en France, mais je n'ai pas fait l'école en France. Mais l'école en Angleterre, j'ai fait mon école en Angleterre. On parlait souvent dans l'histoire de la clôture des communes, des biens communs. Il y avait beaucoup de lois, ça commençait dans les âges féodaux, et c'était souvent les seigneurs qui prenaient les terrains qui n'étaient pas à eux, mais qui étaient des biens communs de tout le village, mais eux, ils l'ont pris comme des terrains privés. Ils faisaient cela en plantant sur les barrières autour des arbres ou hedges en anglais. C'était donc une manière de montrer que c'était privé. Et le philosophe Sir Thomas More écrivait dans un bouquin, Utopia, en 1500, que les clôtures, que c'était en fait les vols. Et il y a des gens qui considèrent que beaucoup de propriétés privées, ça a une histoire comme un vol. En fait. Quelqu'un a pris des droits. Bon. D'où vient, par exemple, les droits pour la fréquence? Aujourd'hui, si on fait une émission radio sur une fréquence quelconque, il y aura sûrement, on sera arrêté parce que ça appartient à quelqu'un. Mais il y a 100 ans, ça n'existait pas, ces droits. Donc il y a plein de droits, de nouveaux droits que nous créons tout le temps. Les droits sur les codes génétiques, par exemple, sur la biodiversité, sur les fréquences, sur l'espace. Si on cherche aujourd'hui sur Monsanto et les droits, on trouve des millions d'articles. Monsanto, c'est une compagnie qui crée des semences avec des nouvelles propriétés ADN. Et ils vendent ça, ils ont le droit de propriété sur les séquences ADN. Et évidemment, c'est une question philosophique si on peut avoir ces droits ou non. Alors la question c'est, est-ce que dans ce contexte d'évolution de propriété privée, est-ce qu'on peut avoir des propriétés en commun? Et là, retournons vers Elinor Ostrom, elle a étudié cela, elle a étudié partout dans le monde où on trouve des systèmes, par exemple des systèmes d'irrigation. Ces systèmes, il y a beaucoup de travail pour l'aménagement des canaux d'irrigation. C'est beaucoup de travail. Elle a étudié, par exemple, en Espagne, mais en fait, dans beaucoup d'endroits. Mais en Espagne, il y a des endroits spectaculaires. Il y a des rivières, des fleuves, à Valencia, à Murcia, à Alicante, par exemple, et où on a trouvé des coopérations pour les systèmes d'irrigation qui datent au moins 100 ans, et qui sont tout à fait organisés. C'est donc une espèce d'action collective. Les agriculteurs ont des réunions, peut-être chaque semaine, à côté de l'église. Ils ont les règles, ils ont des tribunaux, ils élisent
des représentants, des syndics, ils éligent des gens qui contrôlent l'utilisation, l'aménagement, la réparation de ces systèmes. Ils se tournent à prendre de l'eau. Et donc, il y a plein de règles, comme les règles de propriété privée, mais des autres règles, des règles pour aménager un bien collectif. Et il y a même, par exemple, les... qu'est-ce que c'est? Fine. Amende, oui, voilà. On a trouvé des records de 1400 des amendes. Il y a donc peut-être des dizaines ou des centaines de cas dans une année où un agriculteur un jour a pris 1 heure de trop d'eau qui n'était pas à son tour. Et donc, il a reçu une amende. Et donc, dans ces cas-là, dans ces cas ici, en Espagne, les amendes, 2 tiers, ça a été versé à la communauté, disons, et 1 tiers à celui qui a accusé, qui a trouvé le coupable, en fait. Ce sont des détails juridiques assez fins, quand même, si on y pense, qu'il y a 700 ans, et que c'est un système juridique tout à fait informel, c'est-à-dire que ce n'est pas Madrid ou la loi qui impose ça, ce n'est pas la police, ce sont les agriculteurs qui s'auto-imposent, qui éligent les officiers et qui aménagent tout ce système. Donc, c'est un exemple. Eleanor a trouvé, a rassemblé des milliers. Elle avait comme projet, en effet, de faire des estimations statistiques et économétriques pour expliquer le succès de certains principes, mais elle a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de diversité pour utiliser les outils statistiques. Mais elle a quand même systématiquement étudié beaucoup de cas. Elle a aussi étudié des systèmes de pêche communale. Dans la pêche, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est que il y a certains endroits, certains sites, où c'est mieux pêcher que d'autres sites. Donc, il y a un risque que tous les pêcheurs se mettent le filet dans le même endroit, et évidemment, ce n'est pas bien parce que les filets se gênent entre eux. Et donc, il faut un système, et souvent, on a des systèmes de rotation. Donc, les pêcheurs, ils font ça par hasard, ou il y a un système de rotation. Si j'ai un bon endroit aujourd'hui, le lendemain, je dois le quitter et je dois aller 100 mètres à l'est. Et tout le monde fait ça, il y a une grande rotation parmi tous les pêcheurs. Il faut les systèmes qui sont équitatifs, où il y a une possibilité du monitoring, de vérification, plein de critères. Le dernier exemple dont je vais parler, ce sont des alpages, on les appelle, c'est ça, alpages. En Suisse, là, il y a un à Turbel, où aussi on a étudié presque 1000 ans, on a trouvé des règles, et c'est les règles. On envoyait les vaches, souvent avec les jeunes filles, dans ces alpages pendant l'été, et pour utiliser les endroits où il y avait d'herbe pour que les vaches mangent, sans utiliser les endroits où on avait besoin de production agricole.
Et on faisait du fromage et d'autres produits. Et après, il y avait tout ça, c'était donc tout un village. Et il fallait partager les fromages. Et là aussi, c'est tout le même système. Il y a des systèmes d'amendes qui sont auto-imposés dans ces villages et tout ça. Et Ostrom a tiré une série de conclusions. La première, c'est que c'est tout à fait imprescindible qu'il y a des mécanismes d'exclusion. C'est comme la propriété privée. Si tout le monde peut venir utiliser une certaine ressource, il sera épuisé. Donc, il y a besoin pour le village de se protéger contre des autres villages. Il y a besoin des règles qui sont démocratiques et participatoires. Il y a besoin des cours, un système d'arbitrage des conflits, des amendes qui sont graduées. La première fois qu'on fait quelque chose, une erreur ou rompt une règle, l'amende est petite. La deuxième fois, c'est beaucoup pire. Il y a parmi les pêcheurs, où est-ce que c'était? C'était quelque part en Amérique. Les pêcheurs la première fois qu'on prenait, par exemple, il y a les trappes. Si on prend le trappe de quelqu'un d'autre, on en prend quelques hommards. La première fois, il laisse juste un message pour dire qu'on vous a vu. La deuxième fois et la troisième fois, il y a risque de ta vie. Mais, donc les sanctions sont beaucoup plus sévères. Donc ce sont les règles que Ostrom a trouvées que sont caractéristiques pour les systèmes d'aménagement qui durent longtemps et qui sont soutenables. Je vais m'arrêter là et il y a beaucoup plus de détails, mais je vais m'arrêter là. Voici une question 2 avant de laisser la parole à François.